Merci beaucoup Bertrand. Alors, on a prévu juste quelques mots sur le déroulé. En fait, ça va être assez simple. On a prévu un petit peu moins d'une demi-heure de questions-réponses. Et puis ensuite, on vous laissera la parole. Voilà. S'il y a des tweetos, comme on dit, s'il y a des gens qui tweetent, vous pouvez peut-être également poser vos questions. Le hashtag, c'est pour les spécialistes, c'est la CNR. Donc dièse la CNR. Je vous garantis pas de tout lire au fur et à mesure. Enfin, en tout cas, je vais essayer. Voilà. Donc, on va parler une petite demi-heure avec Yona. On a déjà un petit peu parlé, puisqu'on a voyagé ensemble. On s'est dit déjà que le design, c'était pas seulement que pour faire joli, en fait. Si je devais résumer un peu la conversation qu'on a eue jusqu'à présent, donc peut-être autour de ça, peut-être vous pouvez un petit peu nous raconter, puis après je vous poserai des questions un peu plus précises. Bonjour à tous déjà. Effectivement, on a pas mal parlé de la banalisation et du mot design. Et en fait, c'est aujourd'hui utilisé comme un objectif beaucoup dans les magazines déco. Et donc, on dit que ça ou ça, c'est design. Mais faut savoir que ça va quand même, on va dire, ce métier va quand même beaucoup plus loin que le fait de dessiner de jolis objets. On réfléchit avant tout à des fonctions, aux utilisateurs, comment ils vont utiliser les objets, comment ces objets vont évoluer dans leur univers et comment ils vont s'en emparer. Après, un designer peut évoluer dans différents métiers. Ça peut être le graphisme, ça peut être l'architecture d'intérieur. Dans mon cas, c'est plus l'objet et le mobilier. Mais ça peut être aussi le numérique. Voilà, il y a toute une palette de métiers et chaque métier est un métier en soi en fait. Donc ça, je pense que c'est important de le dire. Il faut aussi savoir que dans les entreprises, le designer, c'est une personne parmi d'autres qui travaille en groupe, main à main, main dans la main avec les ingénieurs, le marketing, les industriels ou les éditeurs. Voilà, donc c'est pas quelqu'un de central, effectivement, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est beaucoup communiqué. Mais faut savoir que ils sont communiqués comme une signature, mais sans ces industriels et sans ces ingénieurs, on serait rien du tout. Donc c'est vraiment un travail d'équipe tous les jours. Voilà. Alors c'est vrai qu'on parle de plus en plus des designers et du design, beaucoup aussi à cause de la déco. C'est quand même la décoration qui a popularisé le design. Est-ce que justement c'est pas un handicap par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, qui est plutôt un peu plus industriel quand même? Je pense que c'est pas un handicap. Je pense que forcément ça touche plus facilement les gens dans le sens où ça touche à leur vie quotidienne, leur intérieur, comment est-ce qu'ils vont se meubler. C'est vrai qu'il y a quand même un repli vers un petit, entre guillemets, le cocooning, être chez soi, être bien chez soi aussi, parce que je pense que dans ces périodes qui sont pas forcément positives, on a envie d'être bien chez soi et le fait de s'entourer, on va dire, d'objets chaleureux ou évocatifs, ça ramène du positif dans la vie au quotidien. Mais en dehors de ça, le design intervient énormément, par exemple dans l'automobile, ça vous rendez tous compte de ça, mais aussi dans l'informatique, etc. Donc ça touche, tous les objets qui nous entourent sont designés. Donc après, je pense que ça, les gens, ils n'en ont pas forcément conscience. Que le moindre objet, un bouton de chemise, le pied d'une chaise, un talon de chaussure, tout est finalement, à un moment, passe par la main du designer. Y compris dans cette salle d'ailleurs, si on regarde les chaises qui ont dû vous marquer. Oui, oui. Alors, on va essayer quand même de se projeter un peu dans l'avenir ce soir, mais d'abord peut-être une question sur le passé. Ça fait à peu près 10 ans que vous êtes dans cet univers. Est-ce que vous pourriez nous dire s'il y a des évolutions que vous aviez anticipées et d'autres peut-être que vous n'avez pas du tout vu venir? Est-ce qu'on peut parler de tendance dans le design? Bon, un peu. Moi, je parlerai pas de tendance parce qu'en fait, quand on est dans ce que je fais, par exemple, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a un salon qui s'appelle le Salon du Meuble de Milan, qui est un salon très important
qui draine environ 2 millions de personnes par an. Ça dure une semaine et c'est au mois d'avril. Et là, on se rend compte d'abord du potentiel du design et du nombre d'entreprises que cela, en tout cas, motive ou suscite l'intérêt. Et en fait, on se rend compte en allant dans ce salon qu'il n'y a pas une tendance, c'est-à-dire qu'il y a des tendances, il y a plein de courants, et on ne pourrait pas décrire qu'il y a une tendance plus importante que l'autre, ni minimaliste, ni maximaliste. Il y a vraiment plein de points de vue et plein de manières d'aborder le design. Alors, si on parle un petit peu de technologie, c'est vrai qu'il y a le célèbre exemple de celui-là. Apple, on est plutôt sur quelle tendance? Plutôt assez minimaliste, en l'occurrence. Est-ce que ça n'a pas un peu écrasé tout? Parce qu'on en parle beaucoup grâce à eux aussi. Quelque part, on ne peut pas nier que ça a quand même révolutionné un peu notre vie. Parce que c'est vrai qu'ils nous ont apporté un peu à travers une technologie. Enfin, je pense que ce qui est intéressant chez Apple, c'est qu'ils apportent des technologies assez avancées, mais en parlant vraiment aux usagers d'une manière très simple. À savoir, ils ont vraiment des interfaces très simples d'usage. Enfin, on comprend tout de suite comment fonctionne ce petit objet. On comprend effectivement dans ce design, on va dire, interactif, mais aussi l'enveloppe extérieure. On dirait presque un bijou, c'est-à-dire que c'est de l'orfèvrerie. Tout est précis, tout est étudié, il n'y a aucun détail n'est laissé au hasard. Et ça, c'est le fruit d'un vrai travail de design, dans le sens où Apple... on va dire que sa base, sa fondation, c'est vraiment le design. Ils font appel au marketing dans un second temps, au moment où l'objet est vraiment au point et que le marketing doit, lui, se charger de la communication, comment on va parler de cet objet, comment on va le distribuer, etc. Mais vraiment, le père fondateur de cette marque, c'est vraiment le design. Et c'est en ça que c'est important. Mais il faut savoir que ce n'est pas la seule entreprise à avoir eu cette méthode. Il y a eu Braun, il y a bien longtemps, dans les pays scandinaves, qui à travers Dieter Rams, à l'époque, d'ailleurs, qui est quand même un mentor pour Steve Jobs, qui lui aussi avait un peu eu cette vision, mais aussi Olivetti en Italie. Enfin bon, il y a eu beaucoup d'exemples. Est-ce qu'on peut essayer quand même de donner quelques règles un peu immuables du bon design? Je sais bien que c'est assez compliqué parce que ça, vous allez me dire, ça dépend des objets, ça, etc., oui. etc. Mais est-ce qu'on peut quand même essayer de dire voilà comment ça devrait marcher? C'est quoi un beau produit? Enfin, déjà beau, ça veut dire quoi? Alors, le beau, c'est forcément subjectif, hein. Mais un beau ou un bon produit, je pense que d'abord c'est un produit de bonne facture. C'est-à-dire? Ça veut dire un produit, on va dire, réalisé avec des matériaux de qualité, où chaque détail va vraiment être pensé, c'est-à-dire qu'on peut regarder le dessous d'un objet et il n'est pas laissé derrière le devant de l'objet. C'est-à-dire que je pense que quand on dessine un objet, on va dire les utilisateurs ressentent la qualité d'un objet parce qu'il a été pensé dans tous ses détails. Mais aussi parce que ça sera un objet pérenne, un objet, par exemple, quand on parle de mobilier, je pense que c'est un peu une image d'Épinal, mais c'est-à-dire qu'on aura envie de garder cet objet toute sa vie et éventuellement de le transmettre à ses enfants, etc. Que ce soit un objet finalement transmissible dans le temps et qui prenne une patine comme ça. Je pense que dans un bon projet de mobilier, ça serait celui-là. Alors, dans le mobilier, donc c'est un objet qui dure, mais dans les nouvelles technologies, on voit bien qu'un iPhone, ça dure pas très longtemps. On est déjà au 4S et bientôt le 5e. Donc, qu'est-ce qui fait que... Alors, je sais que quand on ouvre le capot, ça a pas mal évolué, mais en même temps, pourquoi on éprouve comme ça tout le temps le besoin de changer le look extérieur? Je pense que le look extérieur est issu de l'évolution des nouvelles technologies, c'est-à-dire que bon, après moi je suis pas spécialiste des nouvelles technologies, mais en tout cas c'est comme ça que je l'imagine. J'ai un ami qui travaille chez Apple, donc il me raconte un petit peu.
C'est-à-dire que forcément, eux, ils ont évidemment en amont beaucoup de recherches autour de ces nouvelles technologies et forcément, elles vont pas pouvoir résider dans le même capot que les anciennes, etc. On va en ajouter des nouvelles, en retirer, ça va se miniaturiser, etc. Donc forcément, l'extérieur va être le résultat de ce qui se passe à l'intérieur. Alors, peut-être vous pouvez nous dire comment vous travaillez justement. Vous êtes installée depuis 1 an environ, donc totalement indépendante. Comment est-ce que vous bossez en fait? Ce sont les industriels qui vous appellent, les éditeurs, on parle d'éditeurs, comment ça marche? Si on a envie de faire appel à vous, on ne va pas faire de la pub, mais comment ça marche concrètement si on veut faire appel à un designer? Alors, moi, dans mon cas, on va dire que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai dessiné un objet qui est devenu un peu un objet phare. Dans le sens, j'avais pas vu, qui est donc cette fameuse binique chez Foscarini et qui a créé, on va dire, l'avant et l'après. Alors attendez, expliquez-nous, c'est une lampe, on va peut-être la voir. Alors, elle arrive, elle est là. Voilà. Voilà. Donc voilà. Donc pour situer la chose, c'est-à-dire que Foscarini, c'est une entreprise italienne qui travaille exclusivement dans le luminaire. C'est une des 3 plus grosses entreprises de luminaire. Éditeur, parce qu'on parle d'éditeur, dans ce cas-là, c'est un peu comme dans l'édition de livres. Comme dans l'édition de livres. Voilà. Et donc c'est quand même un éditeur quand même de luxe, c'est-à-dire qu'ils peuvent fabriquer des lampes qui sont vendues de 500 à 3000 euros. Et ils avaient envie de créer une petite lampe coup de cœur. Bon, c'était un peu ça le brief, une petite lampe coup de cœur, facilement achetable, qu'on puisse offrir, etc. Donc de là est née la binique qui est inspirée des manches à air sur les bateaux. Mais donc voilà, ça a été un produit très spontané. Le nom c'est vous, hein, j'imagine. Oui. Donc voilà, elle rappelle un peu un phare. Après, ce qui est intéressant en fait, moi je travaille. Mais alors attendez. Oui, je mélange tout là. Ils vous disent voilà, on voudrait une lampe de chevet, c'est ça? Oui, on va dire une lampe à poser, un peu coup de cœur. Voilà, donc le brief c'est ça. Ça tient en une phrase. On voudrait une lampe à poser. Donc, voilà. On m'a pas parlé de matériaux, on m'a pas parlé ni de technique de lumière. On m'a juste dit ça. Donc c'est vraiment travailler finalement sur la sémantique et pour le coup sur l'aspect d'un objet. Et il se trouve que cette lampe a été dessinée de manière très spontanée. Le projet a mis 1 an à sortir. Il faut savoir que dans le design, c'est entre le moment où on présente une première idée et le moment où l'objet vraiment est sur le marché, il peut se passer, par exemple pour une chaise, il peut se passer 5 ans. Et ça, c'est pas un projet que vous avez ressorti des tiroirs, c'était vraiment Non, j'ai vraiment fait ça pour eux. Et donc celle-ci a mis 1 an à sortir, ce qui est vraiment très court. Et il se trouve qu'elle a eu un succès immédiat assez étonnant, aussi bien pour moi que pour Foscarini. Et donc, on peut me donner quelques chiffres peut-être, oui, plus de 20 000, c'est ça? En 1 an, ils en ont vendu plus de 20 000. Et maintenant, ça fait 1 an et demi, ils en sont à plus de 30 000. Et c'est une lampe qui coûte... Qui coûte 135 €. D'accord, donc c'est plutôt... Donc cher, déjà, c'est quand même assez cher, mais bon, je pense que c'est un objet qui est arrivé au bon moment, à un prix quand même relativement abordable et qui a un caractère très spécifique. Donc je pense que les gens, à la fois ils achètent du Foscarini, ils achètent entre parenthèses un peu aussi mon nom, mais je pense qu'elle a surtout eu ce côté coup de cœur. Et c'est en ça que je voulais revenir, dans le sens où moi j'essaie de travailler un peu sur la sémantique des objets et le fait que les objets rappellent des choses, évoquent des choses aux gens. Et donc voilà, j'ai beaucoup un vocabulaire autour de la rondeur, des choses assez généreuses comme ça, mais toujours assez évocatifs. Et je pense que le fait que ces objets évoquent de manière plus ou moins évidente aux gens, en fait, ça les touche. Et il se trouve qu'après, ils s'en emparent et ils trouvent eux-mêmes d'autres inspirations. Donc en fait, c'est assez marrant l'effet qu'un objet peut faire aux gens. Voilà. Donc bon, là, alors, c'est vraiment... Peut-être juste une précision, peut-être, ça a coûté combien à l'éditeur, cette lampe? Vous êtes rémunéré comment?
Alors, à l'éditeur, je ne sais pas combien ça lui a coûté. Bon, je pense que là, il a... Non, je pense votre pige à vous, c'est ça? Ah oui, alors... Je voulais juste savoir si ça coûte cher de faire un peu de design de son entreprise. Alors, dans le monde de l'édition, il faut savoir que les designers sont rémunérés aux royalties. Donc, on touche... bon, tout dépend des entreprises, des produits, mais en général, c'est entre 3 à 5% du prix sorti d'usine. Donc voilà. Donc il faut savoir que pour le coup, le design d'auteur... donc c'est une bonne affaire quand ça marche. Quand ça marche, mais c'est quand même extrêmement rare de faire un produit qui marche autant. Il faut quand même le savoir. C'est un peu comme un best-seller dans l'édition. Voilà, en espérant qu'elle ait une longue vie. Alors justement, tout à l'heure, on parlait un peu du rapport au temps des objets. Pourquoi... Vous disiez, bon, un objet dans le mobilier, s'il n'y a plus un objet dur et plus un objet finalement est réussi. C'est quoi est-ce qu'il y a une durée de vie de certains dessins? Par exemple, une lampe comme ça, est-ce que ça se démode? Pourquoi les objets se démodent en fait? Ça, c'est toujours compliqué à expliquer. Je pense que pour le coup, cette lampe est sortie au bon moment, c'était la bonne taille, c'était une typologie assez rare. Le jour où elle est sortie, mais un objet, c'est difficile d'expliquer pourquoi il dure, pourquoi il ne dure pas. Je pense que, encore une fois, c'est ce qu'on disait par rapport au fait de dessiner un bon ou un mauvais objet, c'est-à-dire que il va être pérenne, il va passer les époques sans prendre une ride, et on peut pas anticiper. Ça serait merveilleux. Je pense que les entreprises seraient ravies de dessiner que des best-sellers, mais on ne peut pas anticiper ça. Mais... Alors, vous faites ce qu'on appelle du design d'auteur, hein, c'est-à-dire vous créez des objets qui sont même signés de votre nom. Vous avez commencé par le design industriel. Vous pouvez nous dire en quelques mots ce que vous avez appris d'important pendant ce début de carrière? Alors d'abord, je tiens à préciser que c'est pas parce qu'on fait du design d'auteur qu'on fait pas de design industriel. On n'est pas des artistes, hein, on est vraiment là au service des entreprises. Voilà, c'est un travail main dans la main. Cette lampe qui est sortie à 30 000 exemplaires, c'est vraiment un projet industriel. Mais donc tout au long de mon parcours, effectivement, j'ai travaillé dans la chaussure au niveau industriel puisque je travaillais pour Camper. Et donc c'était assez intéressant dans le sens où finalement j'ai été entre designer et styliste au service d'une marque internationale. Ensuite j'ai travaillé pour George Soden, où là j'ai travaillé pour Moulinex et Tefal. Donc là, on a travaillé par exemple sur le dessin de poêle, le dessin de collection d'électroménagers comme une bouilloire, voilà, des choses très très techniques finalement. Donc je pense, j'ai aussi travaillé dans le parfum. En fait, ce qui est intéressant chez un designer, c'est qu'il est capable d'être, on va dire, d'être un peu caméléon et de comprendre différents univers, différents milieux, différents outils industriels et de proposer des choses autour de ça. Donc, par exemple, quand on travaille avec un univers comme l'électroménager, qui est quand même très, on va dire, chapeauté par le marketing, il faut quand même savoir s'adapter aussi et savoir communiquer avec les gens du marketing pour pouvoir comprendre ce que la marque veut, ce que les gens attendent et à quel prix. Après, il faut tous les bureaux industriels, à savoir travailler main dans la main avec les ingénieurs au jour le jour. Ça, c'est vraiment aussi une autre manière de communiquer parce que c'est pas les mêmes personnes. Et il faut aussi avoir forcément le même vocabulaire. Il faut savoir de quoi on parle. Il faut savoir ce que c'est qu'un moule à injection, comment on réalise une pièce en plastique ou comment on réalise une chaussure. Donc, il faut essayer de s'immiscer comme ça dans un univers pour en comprendre tous les tenants et les aboutissants pour ensuite proposer les produits les plus malins et les plus intelligents par rapport à ces outils de production et aux utilisateurs. Est-ce que vous trouvez que globalement en France, le design a la place qu'il mérite dans les entreprises, et notamment dans les entreprises industrielles et peut-être de nouvelles technologies? Et sinon, ça serait quoi vos propositions? Oula. Je ne suis pas politique, hein, mais...
Non, je pense que la France, c'est un milieu, c'est un pays qui est quand même très marqué par une culture technique et d'ingénierie. Et je pense qu'elle est toujours, dans cette finalement dans cette configuration, mais petit à petit les choses changent et c'est très bien. On est aussi là pour ça. Et je pense que petit à petit, elles essaient d'intégrer le design comme une conception, à savoir au départ des projets et puis à la fin comme nous on a pensé à cette technique-là, il faut faire une belle enveloppe, maintenant on va appeler un designer. Donc je pense qu'un designer, il a quand même des choses à dire au départ d'un projet. C'est un peu la cerise sur le gâteau quoi aujourd'hui. Pas pour toutes les entreprises. Non, bien sûr, mais parfois, oui, c'est le cas. Et je pense que c'est bien que les mentalités changent petit à petit. On voit des entreprises, on en parlait tout à l'heure, mais comme Decathlon, qui, elle, fait fortement appel au design et qui a créé des produits très intelligents grâce à ça. On a parlé de l'attente de temps, c'est ça ? Deux secondes qui s'ouvre en un seul geste. Voilà, ça c'est un projet purement issu du design. Et je pense que c'est aussi un succès pour l'entreprise et donc pour les utilisateurs aussi, parce que pour eux c'est quand même un objet très pratique. Après, il y a des sociétés comme Ligne Roset, plus dans le mobilier, peut-être plus dans un milieu un peu plus élitiste. Qui elle fait vraiment qui communique à travers le design. Pour elle, chaque produit est vraiment issu d'un designer. Il y a plusieurs manières d'intégrer le design. Soit c'est vraiment partie prenante et on ne communique que là-dessus, soit c'est vraiment ça fait partie de la stratégie d'une entreprise. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions peut-être dans la salle? On va prendre une première question. Oui. Et à défaut de travailler sur des objets technologiques, est-ce qu'il y a des technologies qui ont changé votre manière de travailler depuis 10 ans et qui éventuellement vont continuer à faire évoluer le métier de designer? Alors, il y a dans le process, en tout cas, de réalisation d'un objet, il y a le passage par la maquette, en fait. Donc, forcément, on ne va pas dessiner un objet. Donc, en gros, on dessine un objet. Moi, par exemple, je fais des petites maquettes en carton, voilà, pour voir un peu les dimensions, se rendre compte de ce qui se passe. Ensuite, on réalise une 3D, tout simplement. Donc, c'est un outil souvent assez technique. Ensuite, on passe par un autre outil qui s'appelle le prototypage rapide. Et le prototypage ou le prototypage rapide, c'est pas tout à fait la même chose. Et effectivement, il y a des machines qui sont apparues depuis 10-15 ans, qui évoluent sans cesse autour de ça, à savoir on réalise un modèle en 3D, on envoie directement à cette machine ce modèle, qui le fabrique petit à petit comme une imprimante, et qui nous permet d'obtenir l'objet en 3D. Et donc tout ça, c'est affranchi de toutes les techniques d'injection, etc. Donc c'est le meilleur moyen pour être fidèle à la forme et en ayant facilement et rapidement un objet. Alors aujourd'hui, cette technologie est en train d'évoluer et pourrait presque devenir un marché sur Internet. D'ailleurs, il y a une entreprise qui s'appelle Sculpteo. C'est ce qu'on appelle le 3D printing, c'est ça? Voilà. Il y a une entreprise qui s'appelle Sculpteo qui propose aux gens quasiment de dessiner eux-mêmes leur objet, de le faire imprimer et hop, on le reçoit. Donc chacun peut être son propre designer. Sauf que, le design, c'est un vrai processus, c'est un vrai métier, c'est compliqué à aborder. Déjà, voir en 3D, c'est un véritable apprentissage. Il faut savoir un peu domestiquer son œil. Voilà, c'est plein de subtilités. Et voilà. Mais effectivement, ce type de technologies sont importantes. Et je pense qu'elles vont beaucoup évoluer et faire évoluer l'objet aussi. Et, voilà.